L'astrologie ne prédit pas l'avenir. Elle nous aide juste à mieux comprendre les climats, les archétypes et surtout les dynamiques qui viennent traverser le temps et la façon dont elles viennent nous impacter à l'échelle individuelle et collective. Pluton, c'est une planète lente, très lente, qui passe environ 20 ans dans chaque signe qu'il traverse. Il s'est d'abord établi du mois de mars 2023 au mois de juin 2023 dans le signe du Verseau. Un bref passage qu'il a reproduit en 2024, du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024. Mais depuis le mois de novembre 2024, il est établi dans le signe du Verseau jusqu'au mois de mars 2043. Donc nous y sommes, Pluton est bien dans le signe du Verseau et ce pour un très très long moment. Ce que vient mettre en avant Pluton dans le signe du Verseau, ce n'est pas une forme de transition soudaine. Ce n'est pas une transition forcément palpable. C'est plutôt une mutation lente, progressive. Pluton, c'est une planète très lointaine. Plus la planète est lointaine sous le prisme astrologique, moins nous avons la possibilité d'évoquer des potentiels forcément tangibles. Plus il faut avoir de l'humilité. Je vous l'ai déjà expliqué avec Neptune, je vous l'ai déjà expliqué avec Uranus. C'est des planètes qui nous échappent. Nous ne pouvons pas forcément les voir visuellement et donc elles sont quelque part inatteignables. Il faut respecter ce principe-là. Souvent, avec Pluton, et je le vois, il y a énormément d'idées reçues. On saute en conclusion, on a une image extrêmement négative au vu de l'archétype mythologique qui lui est affilié, c'est-à-dire Hadès. Mais j'espère que je vais vous aider à voir le principe plutonien de façon différente et en vous donnant aussi plus de contexte sur sa mythologie, ou en tout cas sur ce qu'il vient évoquer potentiellement pour la suite pour nous. Alors Pluton, en entrant dans le signe du Verseau, il vient ouvrir un nouveau chapitre, c'est certain, et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est d'établir une sorte de traversée temporelle. On va d'abord revenir en arrière, on va regarder ce qui s'est passé dans le temps, toutes les fois où Pluton était dans le signe du Verseau, et c'est environ tous les 250 ans, donc on a, on va dire, peu de moments historiques où pendant 2 décennies s'est établi Pluton en Verseau et on va voir qu'il y a vraiment des parallèles qui sont assez troublants entre ces périodes spécifiques. Et puis ensuite, j'irai sur les potentiels prévisionnels qui peuvent ressortir avec ce transit sur les décennies qui vont suivre pour nous jusqu'en 2043. Et si la transformation la plus radicale ne venait pas de la violence, mais d'un basculement invisible des structures? Et si le pouvoir changeait de main, mais sans qu'on s'en rende vraiment compte? Et si la prochaine révolution n'était pas une guerre, mais un changement de code, d'algorithme ou d'infrastructure? Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau et nous entrons depuis 2020-2021 dans l'ère de l'ère, littéralement. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo, mais nous sommes dans une nouvelle ère. C'est donc le signe du Verseau qui vient activer cette dynamique et les codes sont en train de changer. Le signe du Verseau, c'est un signe qui nous parle de nouvelles technologies, qui nous parle d'humanité, qui nous parle d'ordre social, mais qui nous parle aussi de révolution, de disruption. Le Verseau, il est associé au mythe prométhéen, c'est-à-dire la quête constante de progrès, propre à l'humanité. Où est-ce que ça nous emmène? Et quelles en sont les limites? Pluton, lui, symbolise la puissance. Il vient symboliser les transformations profondes. Il vient aussi nous montrer le début d'un nouveau monde, mais la genèse d'un autre qui est en train de se terminer. Ce transit qui va durer près de 20 ans va évidemment nous interroger sur les systèmes collectifs, sur les zones d'influence invisibles et surtout sur la place de l'individu au sein des groupes, au sein de la société. Et on peut présager potentiellement que ces enjeux vont fortement évoluer. C'est un cycle extrêmement rare et la dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était en 1777 et 1798. Autant dire que c'était le temps des révolutions. Pluton, c'est l'archétype de la mutation par excellence. Donc, il vient représenter les forces de destruction créatrice. Il vient aussi
signifier tout ce qui est de l'ordre de la pulsion de pouvoir, mais aussi la façon dont nous avons tendance à créer nos mues, nos transformations, et comme nous l'avons vu, il y a un enjeu vraiment de deuil et de renaissance, de cycle de la vie. Ça, c'est le principe propre à Pluton. Et Pluton, on va dire qu'il ne reste pas en surface, il fouille, il déterre, il confronte pour révéler ce qui doit nous nourrir, mais aussi les choses à faire mourir. Alors, pourquoi est-ce qu'on creuse avec Pluton? Pluton, évidemment, il a très mauvaise réputation parce qu'il est affilié à Hadès, le dieu des enfers. Évidemment, dans notre psychisme, on va dire chrétien, il y a vraiment une connotation extrêmement négative et diabolisée de ce principe-là, de ces forces chtonienne, comme on dit, donc souterraine, mais en réalité, le principe plutonien, il est plus complexe parce que, évidemment, Pluton gouverne donc l'intérieur, les mondes souterrains, et dans les mondes souterrains, on est sur le noyau de la Terre, on est sur les ressources initiales. Et donc, c'est pour ça que Pluton, c'est aussi plutôt le riche. Le riche, donc, le principe de richesse, le principe de toutes nos ressources se trouvent au cœur de la Terre. Donc il y a quand même une ambiguïté entre ces zones où on ne peut pas vraiment avoir une emprise dessus et ça nous terrifie. Et en même temps, c'est ces zones-là qui viennent dicter notre ordre des valeurs. Et ça, on peut le télescoper à la fois de façon extrêmement littérale, c'est-à-dire la Terre, le terreau, le cœur de la Terre, nos ressources à laquelle on va tout le temps aller creuser en tant que l'humanité va aller chercher de nouvelles ressources, va aller chercher de nouveaux composants à extraire, à exploiter de la Terre pour nous enrichir. Et à la fois, on peut aussi avoir avec cette dynamique une sorte de métaphore du pouvoir et des systèmes qui nous dirigent sans que forcément nous ayons une emprise dessus. Et donc, il y a vraiment plutôt cette dynamique métaphorique autour de Pluton, de ces choses qui ont un impact incroyable sur nos vies et dont nous dépendons sans que pour autant nous sachions les voir ou les maîtriser. Et c'est là où il y a une zone d'angoisse terrible avec Pluton de manière générale, et c'est là aussi où on va créer un imaginaire assez sordide avec Pluton, où on a l'impression qu'on n'a absolument aucune emprise, ou que il y a ce côté très très destructeur. Mais ce n'est pas le cas, et c'est ce que je voulais vraiment insister sur ce sujet-là, parce que Pluton, c'est aussi ces ressources nouvelles, c'est aussi ces ressources sur laquelle nous nous appuyons et dont nous dépendons et que nous devons honorer. Donc ça, déjà, il faut le reconnaître. Donc, avec l'archétype, on va dire plutonien, souvent, on va avoir des figures, des rôles archétypaux qui vont ressortir. On va avoir effectivement cet archétype du riche, en fait, de cette figure toute puissante, pleine de pouvoir. On va avoir ce principe aussi qui pourrait être affilié au psychopompe, même si en tant que tel, Hadès, c'est pas un psychopompe, c'est juste le dieu du monde souterrain, mais de façon, on va dire mythologique, on est sur des personnes qui vont être occultées ou qui vont diriger dans l'ombre. Donc évidemment, on peut avoir des systèmes. Voilà, ça peut parler de tout un tas d'archétypes comme de la CIA, des politiques, des conseillers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, toutes ces personnes qui agissent de façon pas forcément visible et palpable, mais qui vont littéralement rythmer en fait notre vie. On a tout ce qui est lié à l'occulte, toutes les archétypes. L'archétype plutonien, c'est les métiers comme le mien, donc les métiers, on va dire intuitifs, donc les personnes qui vont au fond, qui vont aller sur d'autres plans, qui vont aller essayer de comprendre ce qui se passe de façon sous-jacente dans les rythmes, les cycles, des choses qui sont pas palpables, qui sont intangibles, donc forcément les métiers intuitifs en font partie. On a aussi l'archétype du dictateur, du mafieux, du tyran. Encore une fois, c'est des personnes qui agissent de façon souterraine, sans forcément rentrer dans les codes. Donc on est alors pas le dictateur et le tyran, mais je pensais au mafieux. Le tyran et le dictateur, on est sur cette toute puissance. Et encore une fois, c'est cette
dynamique de j'ai un pouvoir absolu. Ça, c'est très, très plutonien. Et après, on a évidemment le résilient, le survivant, des personnes qui renaissent de leurs cendres, des personnes qui ont traversé des choses, voilà, extrêmement difficiles et qui vont maintenir la vie, quoi, et continuer à apporter, en fait, une forme de richesse au travers de ce qu'elles ont traversé. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, Pluton fait peur, et ça, c'est vraiment, j'insiste dessus parce qu'il faut essayer de se déconstruire sur ce sujet, et on a l'impression que quand Pluton va entrer dans un nouveau signe, c'est une mauvaise nouvelle. Et je vois énormément de mèmes sur Internet. Voilà, là pour les signes cardinaux, on avait Pluton en Capricorne, donc typiquement, on aurait vécu 20 ans d'enfer. Vous comprenez que ça tient pas vraiment la route. Sous le prisme astrologique, ça n'a aucun sens. Donc pour les signes, là, les signes fixes, ne vous inquiétez pas, vous ne rentrez pas dans 20 ans de malédiction. Il faut juste calmer le jeu, hein. Voilà, vraiment. Donc il n'y a pas de trauma, d'abus ou de rapports de force qui vont forcément être induits par ce transit. Je préfère le dire parce que je sais que vous regardez cette vidéo pour la fresque historique que je vais faire et tout ça, mais je sais aussi que vous le regardez, enfin vous êtes intéressé sur l'impact au natal. Donc vraiment essayez de sortir de ça parce que ça c'est vraiment une sorte de pop astrologie mainstream qui est rigolote. On en rigole. On en fait des mèmes, des reels ou des shorts ou peu importe, des formats courts en fait, hein, qui font rigoler. Mais on se relaxe, hein, vraiment, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans sur les 20 prochaines années. Donc après, évidemment, Pluton à l'échelle collective, il va être plus intéressant à observer parce que c'est une planète collective, c'est une planète générationnelle. Donc, au niveau individuel, il a moins d'impact que sur les grands mouvements de masse. C'est plutôt ça sous le prisme astrologique, Pluton. Pluton, c'est, on va dire, une tonalité générale. Il n'y a qu'un penser, par exemple, je pense aux millennials, donc les personnes qui sont nées sur le début des années 80 et la fin des années 90. On a Pluton en Scorpion. On est une génération extrêmement portée sur tout ce qui est psycho, analyse psy, on est vraiment dans ce côté guérison personnelle. On aime bien aller déterrer en fait les dossiers, on va dire intergénérationnels. On essaie de comprendre les systèmes d'oppression. On voit qu'il y a une tonalité propre à cette génération, et c'est ça qu'il faut comprendre avec voilà le passage de Pluton, c'est qu'il vient influer sur des grandes tendances culturelles générationnelles. Et c'était aussi très visible pour cette génération avec Pluton en Scorpion, parce que, dont je fais largement partie, parce que on avait aussi toute une culture qui allait vraiment avec un imaginaire aussi très Pluton en Scorpion autour des films qu'on pouvait consommer, autour des séries de télé, autour, voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais ça vous donne une idée. C'est plus comme si on avait une vision du pouvoir, une vision des influences, une vision qui donnait une tonalité culturelle et qui forcément va nous orienter, mais pas de façon aussi tangible et palpable à l'échelle individuelle. Voilà, je voulais juste rectifier ces enjeux-là, et c'est pour ça que on est une génération, les millennials, portés sur ce principe de guérison, de reconstruction, de comprendre en fait ces enjeux de hiérarchie sociale, de puissance, etc. Donc c'est vraiment des dynamiques qui sont présentes, et ça c'est ce que Pluton vient activer de manière générale, et en fonction du signe, c'est là où on va dire on va porter notre attention. Donc en Scorpion, c'était on va dire un certain domaine qui était plus l'ordre du psychique. Là en Verseau, on rentre dans un autre monde. Voilà. Et c'est ça qui va être très intéressant. Alors, Pluton est en Verseau, donc qu'est-ce que ça raconte? Évidemment, le Verseau, c'est un territoire d'expérience. Voilà. Déjà, il faut simplifier ça. C'est comme si d'un coup, on allait observer donc ce principe de reconstruction, de jeu de pouvoir, de puissance, de nouvelles puissances, et qu'on allait comprendre qu'il y avait un système qui allait changer dans les thématiques du Verseau. Donc, ce principe du Verseau, c'est quoi? C'est qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que les collectifs, les groupes sociaux, les groupes d'idées? Notre cérébralité, l'intellect, on est sur un signe d'air. La technologie, les réseaux, le principe de diffusion aussi, de l'information, très présent. La liberté, grande thématique du Verseau. L'innovation, le progrès, l'avenir aussi.
quelle est notre vision de l'avenir. C'est vraiment un moment où il faut faire un audit là-dessus. Et ça, c'est aussi très plutonien, c'est cette notion d'audit, de vrai état des lieux. Il faut qu'on aille creuser sur ce sujet de l'innovation, du progrès, des nouvelles technologies et aussi comment est-ce qu'elles nous impactent en tant que groupe. Donc ça, c'est quand même un endroit où ça s'impose avec Pluton dans le signe du Verseau. Et on voit que c'est croissant depuis un certain moment. J'ai fait une autre vidéo avec Uranus en Gémeaux. C'est la grande thématique. On est sur le règne de l'air qui prend énormément de place. Uranus est dans un signe d'air. Il va être en trigone à Pluton quasiment une bonne partie de son cycle, là de tout son transit. Donc on voit que c'est vraiment une révolution autour de notre façon de nous interconnecter, ce principe de mondialisation, ce principe d'interconnexion qui s'est déjà établi de plus en plus. Là, ça va continuer. Qu'est-ce que ça va apporter du coup Pluton dans le signe du Verseau? On peut établir un peu plus de pistes que celles que j'ai déjà évoquées. Forcément, ça va transformer notre rapport au collectif. Comment est-ce qu'on s'assemble? Comment est-ce qu'on s'identifie les uns les autres? Comment est-ce qu'on fait groupe? Comment aussi il y a peut-être certaines transformations autour des communautés. Donc comment est-ce qu'on fait on a des groupes culturels par pays, par territoire, mais il y aura peut-être d'autres groupes qui vont se faire au travers de ce champ territorial. Au fur et à mesure, peut-être qu'il y aura d'autres façons de distribuer, on va dire, des liens d'appartenance. Donc, on va voir comment ça va s'opérer dans les 20 prochaines années. On voit aussi que Pluton, dans le signe du Verseau, donc dans ce territoire, il peut faire apparaître des tensions qui étaient jusque-là invisibilisées et qui viennent remettre en question des systèmes soi-disant égalitaires. Donc déjà, là aussi, on voit qu'il vient mettre en avant des fonctionnements qui nous échappaient et où on s'est peut-être senti manipulé et qui nous vendait un idéal de liberté, un idéal d'égalité ou un idéal démocratique, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est des thématiques où on se rend compte qu'en fait, il y a un système à aller transformer. Pluton aussi dans le signe du Verseau, c'est potentiellement des révolutions souterraines, donc souterraines et qui vont être plus visibles parce que Pluton est en Verseau naturellement, donc par la technologie, par l'intelligence artificielle, les réseaux, les communautés alternatives. Là, on voit qu'il y a une révolution, le principe plutonien et le Verseau. Donc dans les systèmes de technologie, dans les systèmes d'innovation, il y a des choses qui sont en train de se réinventer complètement. C'est très très fort. Et en fait, Pluton dans le signe du Verseau, c'est, on va dire, un transit qui est extrêmement puissant parce que déjà, le signe du Verseau en tant que tel est un signe révolutionnaire de base. Voilà, juste le territoire du Verseau, il s'extrait de la norme. Le principe du Verseau, c'est complètement de sortir des sentiers battus. C'est d'aller voir de ce qui se passe au-delà des limites. C'est pour ça qu'il est associé au mythe prométhéen. Donc quand Pluton vient amener des transformations dans un environnement qui est déjà, on va dire, en train de pousser les limites, on se rend compte qu'il y a une espèce d'effervescence, il y a une espèce de surenchère qui vient amener des transitions qui peuvent être drastiques. Donc Pluton en Verseau, il vient aussi interroger nos utopies, humanistes. Peut-être qu'il va venir interroger. Je trouve aussi cette espèce d'idéal aussi peut-être surrationaliste propre au Verseau. Ça m'interroge beaucoup parce que il y a une espèce de mode de pensée qui est toujours remis drastiquement en cause. Avec Pluton dans le signe du Verseau, on va le voir dans la fresque historique. Et donc, avec ça, on peut s'imaginer qu'il y aura un modèle de pensée qui va être peut-être interrogé en profondeur et dont on aura besoin aussi de s'émanciper, où on va voir aussi la face, on va dire, sombre de ce système de pensée. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde qui est hyper rationaliste, hyper matérialiste, et donc voilà, peut-être observer ce que ça a créé en termes de destruction. Le pouvoir ne passera plus peut-être par l'État, il passera peut-être par les débats, les algorithmes, les communautés, les idéologies. Et comme je l'ai dit, on voit peut-être que se redessinent quelque part de nouvelles communautés en dehors de nos frontières habituelles.
Alors avec le Verseau, on voit apparaître typiquement d'autres figures. On l'a vu avec l'archétype de Pluton. On a cette espèce de figure de toute puissance. On a des figures très fortes. Là, avec le Verseau, on voit plutôt le principe du dissident, du hacker, typiquement avec Pluton en Verseau, du révolutionnaire anonyme ou des groupes révolutionnaires, typiquement dit Anonymous. Ce groupe de hackers qui s'est réuni pour aller créer une forme de justice sociale, typiquement, le propre du Verseau, de l'archétype du Verseau. Et il faut savoir que c'est un groupe qui est né avec Uranus dans le signe du Verseau. Donc en fait, on avait vraiment dans ce groupe des Anonymous, on avait déjà les soubresauts avec Uranus en Verseau de ce qu'allait être. Ça nous donne des pistes en fait de ce Pluton en Verseau. Et on voit peut-être que ces figures de justiciers, on va dire hors, organisation, on va dire légale ou de sécurité traditionnelle, peuvent se multiplier. Donc des personnes qui vont dire en fait les structures elles ne font pas assez ou XY, donc on va aller se mobiliser, on va créer des groupes, on va créer des organisations peut-être hors la loi pour aller peut-être traquer des personnes qui font du mal ou peut-être aller punir aussi d'autres personnes. Donc c'est des choses qui sont possibles et on le voit, en fait c'est déjà là, je n'invente absolument rien, c'est déjà là avec les Anonymous, on voit des gens qui se regroupent pour aller traquer des je vais pas rentrer dans les détails, mais des personnes qui font beaucoup de mal sur Internet. Et donc, c'est des choses qui peuvent se multiplier, ce genre de prise d'initiative. Parce que le Verseau, c'est vraiment ce côté, ça m'est égal de sortir, en fait, des codes ou de l'ordre établi, si c'est pour faire des choses qui correspondent à mes valeurs humaines. Voilà, tout simplement. On a aussi le manipulateur de masse, le gourou, le principe d'intelligence artificielle, qui a une puissance qu'on ne soupçonne pas, Pluton en Verseau, ou qui a une intelligence qu'on ne soupçonne pas. Et ça, c'est des choses qui commencent déjà à émerger aujourd'hui. On a aussi le résistant, le lanceur d'alerte, très, très, très Verseau. Le constructeur d'utopie ou des personnes qui vont essayer de créer des espèces d'îlots utopiques ou des initiatives utopiques pour, quelque part compenser à tout ce qui se passe en ce moment. Donc les figures des lanceurs d'alerte vont prendre peut-être une place assez tonitruante dans le cours de l'histoire, peut-être sur les 20 prochaines années. Alors maintenant, on va aller faire notre fresque historique et on va revenir dans les grands moments où Pluton était dans le signe du Verseau pour observer ce qui s'est passé par le passé. Et ensuite, on ira sur les potentiels à venir et puis on verra ce qu'on peut dégager d'hypothèses ou de potentiels qui seront absolument hypothétiques, qu'on soit clair. Et pour ça, il faut d'abord qu'on revienne en arrière pour peut-être observer des patterns ensemble sur ce qui s'est passé quand Pluton était dans le signe du Verseau tous les 250 ans environ. Donc on va d'abord commencer en 795 et en 819. Pluton était dans le signe du Verseau. Alors, sachez que je vais lire des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la fresque historique. Mais on a Charlemagne qui est sacré empereur du Saint-Empire romain en 800. Donc pile durant Pluton en Verseau à cette époque-là, amorçant la consolidation politique de l'Occident et posant les bases d'un nouvel empire chrétien centralisé. Donc c'est une phase quand même, c'est une forme d'âge d'or, cette période. C'est aussi au niveau, en parlant d'âge d'or, c'est vraiment l'âge d'or islamique qui commence à cette période et c'est le début aussi de ce qu'on appelle les sciences arabes. Donc, transmission des connaissances scientifiques d'un bout à l'autre de l'empire, mathématiques. Donc, c'est une toute puissance islamique qui est présente à cette période. C'est une période, en fait, moi en tant qu'astrologue, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une phase où le monde musulman était extrêmement, qui a été, on va dire, une source de progrès incroyable. Et je vous invite
à vous renseigner sur le sujet si vous ne connaissez pas, voilà, l'âge d'or islamique. Mais le principe de cette période, c'est que le monde arabe a repris les textes traditionnels, repris les textes, on va dire, des Grecs, ont pris leurs connaissances et ont poursuivi l'héritage des Grecs en allant beaucoup plus loin. Donc ils ont fait des espèces de bonds autour de l'innovation, autour des sciences. C'est le début, voilà, vraiment d'une toute nouvelle ère scientifique. Ils ont fait énormément progresser l'humanité de façon générale. Et c'est durant cette période aussi, durant cette phase, que l'astrologie était centrale dans le monde islamique et elle était aussi une grande force en fait motrice de l'empire islamique, et c'est durant cette période qu'on a énormément de nouvelles techniques astrologiques qui ont émergé parce qu'ils ont fait avancer les sciences, mais ils ont aussi fait énormément avancer l'astrologie en créant de nouvelles techniques à la fois prévisionnelles, à la fois voilà je peux pas vous donner des détails parce que c'est vraiment très très spécifique, mais ils ont pu mapper aussi, typiquement prévenir les transits, les cycles. Enfin, ils ont vraiment poussé l'astrologie beaucoup plus loin et ils ont réussi à poursuivre cet héritage de façon assez incroyable. Et il y a des techniques qui ont été créées à cette époque qu'on pratique encore aujourd'hui et que j'utilise moi-même dans mon activité. Donc c'est vraiment une espèce de nouvelle ère, et ce que j'aime beaucoup avec cette période, notamment avec l'âge d'or islamique, c'est qu'il y a cette espèce de fluidité de l'information, c'est-à-dire on reprend l'héritage des Grecs, on va le pousser plus loin, et puis on voit aussi qu'il y a une espèce de porosité en fait aussi entre les avancées plus intellectuelles, cérébrales, et puis une nouvelle ère aussi spirituelle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et on voit aussi que Charlemagne en Occident crée voilà une sorte de réseau, on va dire, d'influence intellectuelle beaucoup plus large. Donc c'est vraiment une très très belle période qui est marquée par Pluton dans le signe du Verseau. Ensuite, Pluton était dans le signe du Verseau en 1041 et en 1063. Donc on a des avancées scientifiques et technologiques. On a Bi Cheng en Chine vers 1041-1048 qui va perfectionner le caractère mobile en argile pour l'imprimerie, ouvrant la voie à la diffusion massive du savoir. Alors souvent on parle de Gutenberg en 1400, 1440-42 qui va créer l'imprimerie, qui va, on va dire, oui, on va le considérer comme l'inventeur de l'imprimerie, mais il faut savoir que c'est pas tout à fait exact parce que l'imprimerie est d'abord créée en Chine. Voilà. C'est juste que le système a été, on va dire, encore une fois, récupéré, changé, évolué en Occident par Gutenberg, et il va créer un autre système par-dessus, mais on va dire que l'impulsion initiale nous vient des Chinois. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs étapes dans cette diffusion du savoir. Il y a d'abord, en Chine, avec Bi Cheng, cette première poussée, et ce sera repris, d'ailleurs, quand Uranus sera en Gémeaux, bien plus tard, en 1441, mais ça, 42, mais je vous en parle dans l'autre vidéo, donc je vous invite à regarder. Mais en tout cas, on voit que c'est déjà un premier bond, et ça vient complètement changer aussi ce principe de documentation et de pouvoir voilà, faire passer un héritage intellectuel d'un endroit à un autre sans forcément qu'on soit sur cette écriture manuscrite, et donc c'est déjà la voie d'un progrès majeur à l'époque. On a aussi l'introduction du compas magnétique et la généralisation de l'astrolabe islamique en Europe. Donc on voit aussi qu'il y a cette espèce, et ça après ça va vraiment se poursuivre dans l'ère médiévale, mais on voit qu'il y a tout ce savoir en fait islamique et toutes leurs avancées technologiques qui va entre guillemets basculer en Europe, parce qu'après ils vont aussi conquérir voilà l'Espagne. Donc on voit aussi que toutes leurs avancées vont contribuer aussi pour le reste de l'Europe qui, elle, n'était pas vraiment au fait de toutes ces nouvelles technologies, et on voit que ça continue en fait à prendre de l'ampleur, et que finalement on a beaucoup de choses qui nous viennent de l'Asie et qui nous viennent voilà du monde islamique. Donc l'astrolabe islamique, ça permet des échanges méditerranéens, et ça consolide aussi la navigation et l'astronomie, donc ça donne beaucoup plus d'assurance pour
aller parfaire ces échanges et ces interconnexions en fait sociales entre différents groupes sociaux. Donc on voit ce principe d'air et on voit aussi que ça vient nourrir un échange économique. Et ça c'est très Pluton, le pouvoir des ressources, des échanges dans un signe d'air qui vient finalement permettre à des communautés qui sont extrêmement différentes de partager leur savoir. Et c'est ce qu'on voit apparaître avec à la fois l'ère précédente en 795 et en 819 et puis cette ère spécifique en 1041-1063. On a aussi évidemment des grands changements sociaux et politiques. On a le schisme de 1054 entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, marquant une rupture religieuse majeure et une division durable du monde chrétien. Donc ça, je vous en ai parlé dans Neptune en Bélier. Et c'est ça aussi qui est super intéressant avec la période qu'on vit en ce moment, et on aura l'occasion d'en parler, c'est que on vit des placements planétaires qui sont similaires en ce moment. On a Neptune en Bélier là sur les 14 prochaines années et on a aussi Pluton en Verseau dans les 20 prochaines années. Et c'est la même chose, c'est la même configuration qu'il y avait en 1041-1063. Donc il y a une sorte d'explosion d'échanges et d'innovation autour des ressources et un changement drastique qui s'opère là-dessus. Et on a aussi des transitions fortes et une nouvelle ère autour du principe religieux, autour des croyances et autour des idéaux. Voilà. Donc on voit qu'avec ce schisme, il y a un schisme, c'est donc ce principe de séparation entre deux églises et entre deux héritages finalement différents, orthodoxes et catholiques, qui se marquent et qui fera aussi une forme de division autour des croyances et autour de ce principe d'appartenance lié à la spiritualité. Donc c'est des enjeux qu'on va retrouver avec Neptune et vous allez voir que ce parallèle, il va continuer là dans les dates avec Pluton en Verseau. L'autre période spécifique, ça va être 1532-1553. Pluton était dans le signe du Verseau, donc on a aussi des avancées scientifiques et technologiques. Pourquoi ? Parce qu'en 1543, on a de Revolutionibus Orbium Coelestium, désolé pour je lis en direct, donc là ça n'a pas été terrible ma prononciation, par Copernic, affirmant l'héliocentrisme. Donc on est sur la révolution astronomique et symbolique du savoir humain face à l'autorité religieuse. Donc il vient mettre au défi cette idée que la Terre est le centre du monde, donc par association l'humain est au centre de tout. Ça casse une sorte de perspective humaine de sa place dans l'univers ou même de sa place vis-à-vis de Dieu. Donc à ce niveau-là, ça crée vraiment un énorme point de bascule qui affirme qu'on fait partie d'un organisme vivant bien plus vaste et qu'on est, on va dire, interdépendant d'un univers dans lequel nous ne faisons pas forcément exception ou dont nous ne sommes pas le centre. Avec ça, durant cette phase entre 1532 et 1553, on a la rupture d'Henri VIII avec Rome, donc on a un autre grand schisme. C'est un acte de suprématie de l'Angleterre qui vient créer l'Église anglicane. J'en ai aussi parlé avec Neptune en Bélier. Donc sur ces deux périodes, entre 1041-1063, on avait Pluton en Verseau et Neptune en Bélier. Et là, pareil, on a entre 1532 et 1553 un autre schisme qui crée une division de l'Église et qui se passe à la fois avec Pluton en Verseau et Neptune dans le signe du Bélier. Donc, on a vraiment cette espèce d'effet miroir entre ces deux périodes et qui correspondent aussi à ce qu'on vit en ce moment et qui montrent qu'il y a des fractures à la fois dans nos croyances et nos idéaux et qui montrent également que il y a énormément de progrès et une autre distribution sociale en fait qui est en train de s'opérer simultanément avec Pluton dans le signe du Verseau. On a entre 1532 et 1553 avec Pluton en Verseau le début du calvinisme en France. Donc Jean Calvin fonde une nouvelle réforme bouleversant l'ordre religieux catholique en Europe. Ça continue. On a une contre-réforme. Donc durant cette époque, on a l'Inquisition. On a la convocation du Concile de Trente en réponse à l'essor protestant. Enfin, on est dans une phase, justement, dans ces systèmes de pouvoir qui à l'époque étaient largement religieux, comme on le sait, ont été
énormément bouleversé durant cette phase. On a le Prince de Machiavel qui est publié. Donc c'est un manifeste politique de la raison d'État détaché de l'éthique chrétienne traditionnelle. Donc pareil, là c'est très verso, c'est-à-dire à un moment donné, on s'extrait, on a besoin de prendre notre liberté d'une certaine façon d'un point de vue intellectuel. Et donc on voit comment il y a cette espèce de toute puissance aussi de l'intellect qui vient supplanter les croyances à ce moment-là et qui commence à émerger. Et on a aussi une période plus sombre dans cet enjeu d'interconnexion et d'essor autour de nouveaux échanges de ressources d'un point de vue qui viennent relier, on va dire, des nouveaux ordres sociaux ou des nouvelles communautés entre elles. C'est l'expansion de la conquête espagnole en Amérique. Donc on va avoir la chute de l'Empire Inca. Donc c'est une période hautement traumatique. On a aussi l'exploitation coloniale alimentée par une forme d'idéologie extrêmement matérialiste, argent, mais aussi une forme de mission civilisatrice. Et ça c'est vraiment le côté très obscur de Pluton en Verseau, de la toute-puissance, d'une forme d'intellect ou d'une forme de morale quelque part qui viendrait écraser d'autres peuples. Donc ça c'est le côté très problématique de Pluton en Verseau qu'on va voir avec la conquête espagnole. Et durant cette phase, on a aussi la fondation du Collège de France durant cette période. Alors, qui marque un nouvel essor aussi typiquement intellectuel. Ce qui est très intéressant, c'est que au moment où je fais cette vidéo pour vous, j'ai déjà fait Uranus en Gémeaux, j'ai déjà fait Neptune en Bélier. Et ce passage de Pluton en Verseau entre 1532-1553 correspond à la fois à Neptune en Bélier qui était aussi durant cette phase pendant 14 ans et à la fois à Uranus en Gémeaux qui était aussi durant cette période et notamment pour la fondation du Collège de France. Donc on voit qu'on est, et c'est pour ça que j'insiste, quand vous voyez toutes ces réformes religieuses, intellectuelles, mais aussi cette espèce de toute puissance qui viennent complètement chambouler des communautés, des ordres sociaux, qui viennent créer des échanges et des nouvelles toutes puissances aussi, économiques. Enfin, on voit qu'il se passe énormément de choses durant ces phases-là. Cette phase-là, c'est marqué par des patterns astrologiques qui sont similaires à ce qu'on vit littéralement aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important de voir qu'il y a à la fois des choses magnifiques comme la révolution astronomique, portée par Copernic, le Prince de Machiavel, où il y a vraiment des nouvelles idées novatrices et extrêmement porteuses. Et puis on a aussi ce principe très destructeur de hiérarchisation sociale. Donc ça, c'est le Pluton en Verseau. Donc le fait de considérer qu'il y a des peuples plus puissants que d'autres, les débuts de la colonisation, de génocide, qui hiérarchisent les peuples. Donc encore une fois, il y a cette dynamique de l'ordre social qui est bousculé et de croyances qui sont en train d'être réinventées. C'est là où on arrive sur la période, on va dire, la plus connue. Et souvent, on fait référence à cette période pour parler de Pluton dans le signe du Verseau. C'est 1777-1798. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que vous avez déjà quelques indices avec cette période. C'est la découverte d'Uranus par William Herschel. Donc déjà, on agrandit notre vision de l'univers, on agrandit notre perspective et notre place au sein, du grand tout. Donc, on redéfinit un peu notre sens spatial, en fait. Donc, il y a une extension du système solaire connu. Et puis, on voit aussi, d'ailleurs, que Uranus devient... alors, ça, c'est d'un point de vue astrologique, c'est le symbole de l'esprit scientifique. Donc il y a une espèce de poussée scientifique majeure à ce moment-là. On a une multiplication d'inventions qui vont se faire durant cette période, ballons à air chaud, bicyclettes, vélos sous-marins expérimental, presse lithographique, technologie de textile industrialisé, le prêt-à-porter aussi qui prend bref, il y a vraiment cette notion de la science qui s'invite dans le quotidien et qui vient totalement changer les modes de vie. Ça, c'est très, très présent durant cette phase.
Donc on a des innovations qui sont vraiment rapides, voire même spectaculaires, et ça marque aussi le début de la révolution industrielle. On a une très très belle avancée scientifique à ce moment-là, c'est la vaccination contre la variole en 1796. Donc c'est la première immunisation moderne, un immense progrès médical, voilà, qui ouvre une nouvelle ère à cette époque. Là, évidemment, qu'est-ce qui se passe durant cette période? Déjà, on a la Révolution américaine, d'accord? Déclaration de l'indépendance en 1776. Donc, la Révolution américaine, c'est en 1776-1783. Et finalement, on a un modèle moderne qui s'impose durant cette période, un modèle de démocratie, d'idéaux aussi, de droits naturels de l'homme. On sort en fait de ce droit absolu, de cette puissance absolue qui est la monarchie, qui prend toute la place en Europe. Donc déjà, ça montre en fait qu'il y a un changement systémique qui s'impose au fur et à mesure. Ce qui est assez étonnant, c'est que la France a participé en plus à cette mise en place en fait de ce nouveau système démocratique, parce qu'elle a financé cette révolution américaine. Sans vraiment comprendre la portée de ce geste juste quelques années plus tard. Donc on a forcément la naissance des États-Unis d'Amérique comme République fédérale en 1789 à ce moment-là, et on va avoir dans la foulée la Révolution française en 1789. Donc voilà, on est sur 10 ans. Donc on a la prise de la Bastille en 1789. On a la proclamation de la République en 1792. On a la chute de la monarchie, la diffusion des slogans, voilà, liberté, égalité, fraternité. Et on a la révolution en Haïti dans la foulée en 1791 et en 1804, qui est la première révolte d'esclaves qui va atteindre son objectif, donc reprendre le pouvoir sur le territoire, voilà, d'Haïti, et qui va s'en suivre à une sorte de négociation extrêmement inégalitaire, une sorte de dette envers la France, parce que c'est la France qui a dû, on va dire, remettre, qui s'est avoué vaincu en fait de cette révolte d'esclaves, mais qui derrière a fait payer le prix de façon extrêmement littérale en demandant une dette, enfin en tout cas un paiement à Haïti pour leur liberté, et ce qui a diminué Haïti. Encore aujourd'hui, on en mesure les conséquences. Et comment ça a pu ostraciser en fait l'île sur le plan mondial. Et durant cette période, on a aussi le début forcément du mouvement abolitionniste. Donc en fait, c'est comme un déferlement. On a la Révolution américaine qui instaure en fait un nouvel ordre social, un nouvel ordre de pouvoir, qui mène à la Révolution française. La Révolution française, avec le dicton liberté, égalité, fraternité, mène à la révolution en fait en Haïti. La révolution en Haïti mène au mouvement abolitionniste qui prend de plus en plus d'ampleur en Angleterre. Donc il y a une contestation idéologique radicale de l'esclavage et des droits humains universels. Donc il y a une espèce il faut rester cohérent en fait. On peut pas remettre en question la hiérarchisation des êtres humains au sein de la monarchie absolue et puis ensuite continuer l'esclavage. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc on voit que ça continue. Mais au même moment, et c'est ça qui est terrible, on a la conquête et l'oppression des peuples autochtones en Amérique. Donc, vous voyez l'ambivalence du truc quand même, c'est exceptionnel. Ça veut dire que à certains endroits, on fait des bonds de géants, mais on a aussi comme le revers de la pièce. C'est-à-dire, il y a une plus grande aussi violence qui s'instaure à d'autres endroits. Et donc, le génocide, en fait, des natifs américains, des possessions liées à la colonisation européenne, voilà, des terres amérindiennes. Enfin, on a énormément de destruction également. Donc on peut pas arriver avec Pluton en Verseau et se dire on est uniquement sur du mauvais, parce qu'on a des choses extraordinaires qui se passent et on a des prises de conscience. Et encore une fois, quand on parle de systèmes invisibles,
Et là, dans le signe du Verseau, ça va être d'un point de vue idéologique, ça va être d'un point de vue cérébral, ça va être dans ce principe aussi de découverte scientifique, mais aussi finalement de principes moraux qui vont être réinventés, qui vont être transformés pour le mieux. On a aussi derrière de nouvelles oppressions, de nouvelles hiérarchisations de pouvoir, de nouvelles toute-puissances, de nouveaux écrasements. Voilà, il y a des nouveaux écrasements en fait. Et c'est comme si on pouvait pas avoir qu'une manifestation positive. On a aussi le revers de cette pièce et on a aussi, on va dire, un déplacement de certaines problématiques vers de nouvelles problématiques qui vont être différentes dans la forme, mais en substance, on reste quand même sur des dynamiques similaires. Durant cette phase, on a aussi l'émergence des premières images de propagande de masse avec l'idéologie révolutionnaire, l'exercice généralisé de la violence politique sous couvert de justice collective durant cette phase. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on rentre durant cette période, dans une espèce de toute puissance en fait de la pensée rationaliste et mécaniste, et justement on est sur ce début de l'industrialisation de cette révolution industrielle qui commence à prendre de plus en plus de place, et dans cette volonté de détruire en fait ce qui a hiérarchisé les hommes avec la religion chrétienne et le pouvoir absolu, et d'abolir en fait ce principe-là, on est aussi rentré dans ce côté, il y a une intelligence suprême, c'est les hommes blancs, et puis il y a le reste du monde qui est en deçà. C'est ceux qui n'ont pas, voilà, peut-être, qui ne correspondent pas en fait à nos normes intellectuelles, à nos normes sociales, et qui ne sont pas du bon côté du progrès, par exemple. Donc en fait, encore une fois, on passe d'un modèle de hiérarchisation à un autre, et on vient railler, c'est un euphémisme, on vient détruire, on vient éradiquer ce qui ne vient pas correspondre à nos idéaux. Et nos idéaux, là, durant cette phase, c'est cette vision, rationaliste, positiviste, qui aussi vient créer un nouveau règne de terreur et qui vient complètement détruire en fait des peuples, détruire des civilisations. La symbolique de cette période nous montre que d'un côté, l'émancipation, la démocratie, les droits humains s'éveillent et se déploient de plus en plus dans nos cultures, mais de l'autre côté, on a aussi la terreur, la censure et les purges qui perdurent et qui se déplacent aussi vers d'autres contrées. Pluton en Verseau initie en quelque sorte une révolution des idées, mais révèle aussi les zones d'ombre de ces utopies. On va aller maintenant sur le prévisionnel. C'est probablement le chapitre que vous attendez tous et toutes, et on va voir ce qui va ressortir de Pluton dans le signe du Verseau et les connexions aussi qu'il va faire avec d'autres corps célestes. Alors juste avant de commencer, je dois faire un disclaimer, tout ce que je vais dire ne sont que des potentiels et des possibilités. Il n'y a rien qui est fixé dans le marbre, il ne s'agit que d'hypothèses en fonction de choses qu'on a déjà vues ensemble et de choses qui peuvent se produire à l'heure actuelle, en voyant en fait déjà l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, il y a des choses aussi qui s'extraient complètement du champ des possibles de mon imaginaire, et il y a aussi peut-être des choses que je pourrais éventuellement capter, qui pourraient se manifester. Donc on va voir, c'est un work in progress. Cette vidéo, vous allez pouvoir la regarder sur le temps, sur les années, et mesurer en fait les temps forts, les enjeux que j'ai évoqués, et voir ce qui correspond à la réalité à ce moment-là, ou au contraire, ce qui ne correspondait pas, en l'occurrence, au potentiel que j'ai évoqué. Donc, Pluton, il vient d'entrer en Verseau pour la première fois depuis la Révolution française. Il n'y entre pas seul. Il est accompagné, soutenu, mis en résonance par deux autres corps célestes majeurs qui activent ces dynamiques. Neptune en Bélier qui voyage à ses côtés de 2025 à 2039 et Uranus en Gémeaux 2025 à 2033. Donc en fait, on voit que Pluton, même s'il est rentré, on va dire de façon sporadique depuis 2023 dans le signe du Verseau, on voit vraiment qu'il s'active d'ailleurs avec Neptune et Uranus qui entrent cette année en 2025 et qui changent la donne. On l'a vu, cette espèce de trinité céleste entre Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, c'est une trinité qu'on a vue
par le passé, que ce soit durant la Révolution française. On l'a vu aussi en 1532-1553 avec des grosses avancées technologiques, où on est sorti de cet état d'esprit où voilà, l'être humain était géocentré, enfin en tout cas il y a cette espèce de vision de la Terre comme étant le centre de l'univers. Et puis, on l'a vu aussi en 1041-1063, où on a aussi eu cette configuration et qui a complètement voilà, développé la puissance scientifique du monde arabe. Donc l'âge d'or islamique a pris de plus en plus d'ampleur, les sciences arabes aussi. Donc on voit que c'est un pattern qui s'est déjà produit par le passé et qui arrive aussi également pour nous en ce moment et qui montre qu'on est dans une phase de basculement voilà, scientifique à l'heure actuelle. Donc on voit que Neptune en Bélier et Pluton sont en sextile jusqu'en 2032 parce qu'ils sont vraiment en accord en signe, et donc ça crée des pics réguliers, en fait ça crée des moments d'évolution qui marquent une vraie transition en fait culturelle, un changement culturel et social autour de nos idéaux, autour de notre façon de nous relier culturellement et quels rêves on va partager. Donc on voit qu'il y a des transitions culturelles de grande ampleur liées potentiellement aux avancées technologiques profondément transformatrices qu'on vit en ce moment. Et puis on a aussi Uranus en Gémeaux qui est en trigone à Pluton, globalement sur la durée de son transit, pareil avec des moments de pic spécifiques. Et là ça marque des innovations rapide, des bouleversements technologiques, même d'ordre cérébral, autour des idéologies, et on voit que ça apporte finalement un cadre innovateur supplémentaire, déjà la présence de Pluton dans le signe du Verseau. Donc on voit que ces trois planètes qui sont dites lointaines, donc transpersonnelles, sont en dialogue harmonique, donc ça vient, on va dire, rajouter ensemble, c'est comme si elles venaient symboliquement se serrer les coudes, et ça crée encore plus de mutations qu'elle ne le ferait seule, voilà, si elle n'était pas en connexion directe les unes aux autres. Donc on voit que ça crée des métamorphoses de grande ampleur. Alors, autour de cette espèce de trinité spécifique, de ce sextile qui est ce trigone fait par ces trois planètes, on voit qu'il y a un nouveau récit collectif. Voilà, c'est les enjeux qui peuvent ressortir de nouveaux idéaux spirituels, nouvelles quêtes de sens, de nouvelles utopies, de nouveaux imaginaires culturels, comme je l'ai évoqué, qui prennent forme. On voit qu'il y a un nouveau système aussi, peut-être porté par de nouveaux rêves, de nouveaux imaginaires. Ça met aussi en avant l'émergence de nouvelles mythologies. Et je vous invite pour ça à voir le travail de Nicolas Nova, son livre Persistance du merveilleux, le petit peuple de nos machines, et qui, c'est un anthropologue, qui explique en fait comment l'IA, voilà, l'intelligence artificielle, ou même ce qui se passe en ligne, Internet, tout ce que ça est venu créer, générer dans notre imaginaire et dans nos mythologies aussi sociales, à quel point c'est venu chambouler, et ça continue en fait de le faire, nos vies. C'est clairement des choses qui vont prendre beaucoup plus d'ampleur. Voilà. Et nos nouvelles mythologies maintenant, elles sont liées à Internet, elles sont liées à ce qui se passe sur ces plateformes qui sont des plateformes de puissances invisibles qui viennent influer sur nos vies. Donc on est sur on est sur un nouvel environnement de l'intangible, dans un nouvel imaginaire intangible. Et ça prend de plus en plus d'ampleur avec Neptune dans le signe du Bélier, en connexion à Uranus et à Pluton simultanément. Donc on voit aussi qu'il y a une transformation des formes d'autorité. Donc on a l'autorité qui ne se repose plus uniquement sur l'héritage, mais sur l'innovation, le savoir distribué, l'organisation de la collectivité, le Verseau, et puis aussi sur des nouveaux systèmes en fait d'innovation technologique. On a une sorte aussi de figure du leadership qui peut être en réinvention, collaboratif, de plateforme citoyenne ou de pouvoir qui va être distribué, ou de contre-pouvoir numérique. Il y a une nouvelle structure en fait finalement au pouvoir et à la légitimité. On a aussi l'accélération d'une transition technologique qui prend de plus en plus d'ampleur avec cette trinité spécifique entre Uranus et Pluton. Donc il y a cette réinvention qui est fulgurante, IA, biotech, système décentralisé, réseau. Tout ça c'est déjà là, mais je veux dire que ça va prendre encore plus de place. Et
On voit que ça va s'implanter durablement. On a la guérison aussi peut-être de fractures collectives. On a aussi une résurgence en fait de l'engagement qui est très présente avec Neptune en Bélier, avec Uranus en Gémeaux et Pluton dans le signe du Verseau. Donc ça vient créer finalement de nouvelles générations qui sont plus militantes, qui poussent vers une forme de progrès culturel, mais aussi social. Donc voilà, il y a des sortes de groupes communautaires qui permettent d'unifier une vision, des pratiques, une structure en fait aussi idéologique différente. Et il y a une forme de réorganisation voilà de ce fameux tissu social qui est très très présent. Et qui passe par une forme d'engagement idéologique. Donc c'est des choses qui peuvent ressortir. Je vous dis évidemment un petit aperçu de potentiel qui, voilà, disparate ça et là. On va aller plus précisément sur ce qui se passe au cours de ce transit de Pluton dans le signe du Verseau. Et ça commence déjà à l'été 2026. Et on va dire dès la fin juin pour être précis. Parce que on a Jupiter qui va rentrer dans le signe du Lion et qui va s'opposer à Pluton dans la foulée sur l'été. Et en fait, c'est une tension majeure entre deux figures symboliques, celle de l'autorité individuelle, c'est Jupiter dans le signe du Lion, qui parle d'une souveraineté, qui parle d'une forme d'autocratie, et puis on a celle du collectif avec Pluton en Verseau, qui nous parle de démocratie. Donc on a cette tension entre le pouvoir détenu par certains individus qui ont des décisions, qui possèdent en fait le principe décisionnaire à eux seuls et qui peuvent décider de figer ou de faire avancer des situations en fonction de leur bon vouloir ou en jaugeant en fait de voilà ce qui va être bon pour le collectif. Et cette tension-là, elle va être, ce système en fait de pouvoir va être potentiellement extrêmement questionner. Donc l'épreuve du pouvoir, c'est vraiment cette première étape qui s'enclenche avec Jupiter dans le signe du Lion, ce qui est d'autant renforcé parce que nous allons avoir les nœuds lunaires qui vont être dans l'axe du Verseau et du Lion. Donc on a le nœud nord qui va être en Verseau aussi progressivement, qui va basculer voilà sur l'année suivante, et on voit que on va rentrer sur un cycle entre 2026 et 2028 avec des éclipses et le nœud nord qui va être en conjonction à Pluton. Donc on voit qu'en fait il y a énormément de transformations en 2026-2027 qui vont activer cette présence plutonienne dans le signe du Verseau. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer durant cette période? On va avoir peut-être une remise en question de la verticalité. Donc en gros, c'est une tension qui va s'opérer entre cette figure d'autorité individuelle, voire personnelle, et les forces de transformation collective ou le peuple, la collectivité, les communautés. Donc on peut assister à une sorte d'effondrement symbolique de certains leaders potentiels ou une redéfinition de ce que c'est en fait une figure de leadership. Donc il peut y avoir des renversements inattendus, il peut y avoir des révélations qui viennent saper l'image publique de certaines figures d'autorité. Ça va être très dramatique. Alors, quand je dis dramatique, c'est pas dramatique, c'est terrible, parce que les mots ont des sens très différents. Ce que je voulais dire, c'était plutôt drama. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un côté un peu très excessif, c'est-à-dire des points de basculement avec des plot twists, mais qui sont très presque scénarisés ou qui paraissent même un peu grotesque, un peu exagéré. Jupiter, dans le signe du Lion, il vient créer cette amplification qui peut créer un côté presque fictionnel, tellement il y a une forme d'exagération où il y a un côté un peu drama qui peut ressortir, c'est-à-dire une espèce de façon d'exercer une forme de toute-puissance ou des basculements sur certains leaders qui vont prendre voilà une forme d'excessivité qui va être un peu grotesque. Alors évidemment, je pense à Donald Trump parce qu'il a l'ascendant dans le signe du Lion et il a Mars dans ce signe du Lion. Donc on voit qu'il peut y avoir des points de bascule très très forts en 2026-2027 pour lui et de façon très drastique en l'occurrence. On a aussi notre président Macron, pas Mars, Macron, Emmanuel Macron qui
qui a aussi Mars dans le signe du Lion. Et en 2027, il faut savoir, c'est là où je vous parle de prévisionnel un peu intense, mais sur le début 2027, on a une nouvelle rétrogradation de Mars dans le signe du Lion. Qui reprend, en fait, on en a une en novembre-décembre, spécifiquement en décembre où Mars était en rétrogradation en Lion. On a eu un point de bascule dans notre gouvernement en France et l'émergence du gouvernement Bayrou à ce moment-là, qui a été aussi fait d'une façon où Bayrou a pris le pouvoir d'une façon assez offensive, où il s'est imposé sur cette période. Et on voit en fait que début 2027, on a un point de bascule supplémentaire qui, je dirais, vient repositionner voilà la place de notre président. Alors évidemment, on va être dans une phase, j'ai pris quelques notes, mais on va être dans une phase très importante parce que je sais que sur l'été 2026, on a les législatives. Enfin, on est dans une phase en France de grande instabilité d'un point de vue gouvernemental, où on est en pleine redistribution de notre pouvoir, ou en tout cas en train de réinstaurer peut-être de nouveaux leaders ou d'y penser. On a aussi évidemment une nouvelle élection qui se prépare. On voit que la période est très excessive. Et on voit que aussi pour nous, il peut y avoir des gros points de bascule entre l'été 2026 et le début 2027, qui sont des points de tension plus forte sur cet exercice du pouvoir et sur la façon dont il est, on va dire, vécu par nos leaders. Donc on a un climax en fait sur cette période en 2026-2027 autour des égos. Donc il y a des conflits d'égos qui peuvent être très forts, qui peuvent devenir politiques, mais aussi on peut avoir des nouvelles figures qui montent en puissance. Il y a vraiment ce côté de nouvelles personnes qui sont portées au nu et d'autres aussi qui peuvent s'effondrer, où il y a vraiment un côté, comme je disais, très très scénique. Des fois je cherche un peu, mais il y a un côté très excessif, très scénique, très performatif aussi. Il peut y avoir une surenchère qui peut ressortir à la fois en France, qui peut ressortir aussi à l'international. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une espèce de façon de se raccrocher à un idéal de pouvoir ou un idéal dans la façon d'exercer l'autorité qui est un peu en perte de vitesse, parce que justement le nœud nord est en Verseau et Pluton est activé par cette présence du nœud nord. Et on voit qu'en fait, il y a une forme de reconfiguration du pouvoir, mais c'est pas sans des espèces de relents aussi un peu de l'ancien monde et d'une forme de toute puissance qui peut essayer de se raccrocher en fait un peu aux branches en disant c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons cette espèce de pouvoir absolu, parce que le Jupiter en Lion c'est une dynamique assez monarchique qui peut ressortir. Donc on voit qu'il y a ce point de fracture fort et qu'il peut y avoir aussi cette opposition du collectif, du peuple, des communautés qui résistent en conséquence. Donc on a une lutte en fait entre une forme de centralisation et une forme aussi d'horizontalité, de plus d'égalité partagée autour de comment est-ce qu'on vient confronter peut-être des systèmes autoritaires ou très personnalisés, individualisés, à des initiatives qui vont être collectives, plus égalitaires et communautaires. Et donc on voit qu'on est dans un moment crucial, dans un moment entre 2026, 2027 et même sur 2028, on va le voir, qui va être où ça va être central. Comme je vous l'ai dit, il y a une crise de représentation, une crise autour de qu'est-ce que c'est le pouvoir, qu'est-ce que c'est l'autorité, donc la légitimité des chefs, même des artistes, des performeurs, des influenceurs, tout ça est vraiment remis en cause, et de se dire, mais en fait, il n'y a pas une personne qui a mieux compris ou qui a atteint un niveau supérieur, et on vient vraiment abolir cette notion de hiérarchisation. Et de se dire, c'est pas parce que tu obtiens une forme de reconnaissance qu'elle peut pas être déconstruite, ou c'est pas parce que tu tiens un certain rôle que tu ne peux pas être démis de ce rôle. Et donc on est déjà dans des remises en question comme ça, on tombe de haut, il y a un côté un peu où on réalise, mais c'est des choses qui peuvent prendre de plus en plus d'ampleur et concerner les institutions politiques, les sphères culturelles, même certains mouvements militants aussi, de se rendre compte on portait nos espoirs sur des personnes qui sont en fait plus problématiques qu'on ne le pensait.
Donc il y a aussi une explosion créative à visée politique qui peut ressortir, donc l'art comme expression de pouvoir personnel, donc ça peut être vraiment intéressant, et puis d'autres formes d'art aussi qui peuvent ressortir, et ça je pense que ça peut être très intéressant avec Jupiter, et comme je le disais aussi, une exaltation d'un nouveau type de leadership plus visionnaire, et voilà, encore une fois, on voit aussi qu'il y a d'autres leaderships plus tyranniques qui peuvent résister en conséquence. Et enfin, il y a vraiment aussi ce côté jeunesse, la jeunesse qui devient de plus en plus politisée. Alors c'est déjà le cas, franchement, c'est déjà le cas, mais je pense que ça peut prendre de beaucoup plus d'ampleur et surtout de voir des jeunes qui vont avoir de l'influence ou beaucoup de pouvoir. Et ça, je trouve ça, on le voit apparaître déjà avec des militants qui sont extrêmement jeunes et qui changent la face du monde, mais je pense que ça va se généraliser. Et il y a vraiment un côté beaucoup plus affranchi chez la jeunesse et qui réalise qu'en fait, il va falloir arrêter d'attendre et qu'il va falloir peut-être agir. Donc avec cet axe, je pense qu'il y a une jeunesse qui est plus organisée, qui est plus visible et qui peut avoir un poids symbolique beaucoup plus fort là sur les années qui vont suivre. L'autre moment qui va être déterminant, c'est 2028-2029. Donc typiquement 2027 prépare en fait le terrain de transition, mais 2028-2029 c'est le choc entre la matière et les idées, entre voilà ce qu'on produit et les conséquences et le coût réel de ce qu'on est en train de faire. Entre 2028 et 2029, on traverse un moment de tension majeure. Saturne en Taureau entre en carré à Pluton en Verseau. C'est la confrontation entre deux mondes, celui de la matière, du vivant, du concret, celui du progrès, de la technique et de l'abstraction. Donc on a Saturne qui va être dans le signe du Taureau et qui parle de matérialité, qui parle de limitation physique, qui parle de lenteur, de sécurité aussi écologique et économique. Et puis, on a Pluton dans le signe du Verseau qui nous parle d'accélération, voilà, technologique, de mutation collective et de dématérialisation, de puissance autour de ces mondes intangibles que nous sommes en train de créer, ces nouvelles mythologies intellectuelles, artificielles que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, on a un carré Saturne-Pluton durant cette période-là et c'est un conflit, en fait, clair entre ce qui est faisable et ce qui est vivable. Voilà, tout simplement. Et ça paraît simple. Mais en fait, on vit dans un monde où on fait parce qu'on peut le faire sans mesurer les conséquences de ça. Et en privilégiant, et c'est toujours ce principe de hiérarchisation, d'une vie qui va être, d'un monde qui va être vivable pour une poignée d'élus et qui va ensuite défavoriser tout un autre pan, voilà, et tout le reste du monde. Donc, on rentre là-dedans. Et on rentre dans ce constat-là qui va être assez brutal. Alors qu'on se le dit, Saturne-Pluton, c'est pas des phases qui sont faciles. C'est des phases de dépouillement. C'est des phases de constat extrêmement lucides, parfois brutales, parce que c'est là, c'est tangible. On le mesure. On y est. On est dans une phase de crise. Et ça, c'est Saturne-Pluton. Et c'est très présent. Et à chaque fois, on peut pas détourner les yeux. On peut pas ignorer. Et c'est vrai que là, la crise climatique, là, les soucis environnementaux dans lesquels on est déjà. Pour certaines personnes, ils sont encore abstraits, ils sont pas encore pleinement palpables, ils sont diffus, en fait. Ils sont encore de l'ordre un peu d'une projection imaginaire ou d'une intuition un peu floue. Ça va plus être le cas en 2028, en 2029. Par-dessus ça, on a aussi Jupiter en Balance qui est en trigone à Uranus et Pluton. Tout ça, je vous en ai parlé dans la vidéo d'Uranus avec un axe plus uranien. Là, je vais vous en parler avec un axe plus plutonien. C'est une phase qui est très très importante. Et ce trigone de Jupiter en Balance à Uranus et Pluton crée un grand trigone d'air qui vient en fait peut-être valoriser de nouvelles façons de légiférer en fait. Pluton en Verseau et ce que ça vient créer en termes de nouvelles ressources artificielles, d'intelligence nouvelles, ça vient peut-être aider à créer de nouvelles voies de réflexion sur ce sujet et légiférer. Donc, les potentiels scénarios en 2028-2029. Une crise autour des ressources naturelles. Ça me paraît extrêmement évident, qu'on soit clair. Le carré Saturne-Pluton, il vient manifester un épuisement. On arrive à bout. Surtout quand Saturne va être aussi
sur la fin, voilà, quand il va être dans le dernier décan du Taureau, c'est un décan qui nous parle en fait de cette perte d'énergie, de cette perte de ressources, de cette finitude en fait. On comprend la Terre, on est en train de l'épuiser. On n'a plus les moyens. Bien, c'est vraiment le constat qui est fait. Et on voit aussi des personnes qui vampirisent nos ressources. Voilà. Et ça va être très présent avec Saturne Pluton en 2028-2029. C'est de dire, il y a des personnes, c'est des vampires. Elles sont en train de tout prendre en fait. Elles prennent à elles s'octroient, elles possèdent. Et ça va être un constat qui va être très brutal. Je pense que à ce niveau-là, ça peut être. Alors c'est déjà le cas. Je n'invente rien. Je dis juste que là, enfin, ça va peut-être bouger parce qu'on connaît ces. Je ne dis rien qui n'est déjà actif en ce moment. C'est juste que enfin, on va pouvoir acter là-dessus. Et à ce niveau-là, c'est une très très bonne nouvelle. Il y a une prise de conscience qui est brutale. Les ressources terrestres ne suivent plus le rythme de l'innovation. On atteint un mur et on est forcé de ralentir, de réévaluer et de voir ce qu'on considère comme le progrès. Est-ce que ça nous coûte réellement? Donc il y a un choc entre écologie et technologie. Donc le carré, ce carré Saturne-Pluton, il incarne un vrai dilemme de civilisation. Peut-on sauver la planète en investissant dans des technologies qui viennent la fragiliser? Mais encore une fois, ça paraît tellement du b.a.-ba, mais c'est très très loin d'être évident et on n'est certainement pas dans ces réflexions au moment où je fais cette vidéo. Enfin, on est théoriquement dans certaines de ces réflexions, mais on n'est pas dans la responsabilité de ça. Et Saturne-Pluton, on se responsabilise, on est forcé de le faire. C'est vraiment un moment où, encore une fois, on a toujours besoin, mais c'est fou, hein, à titre individuel ou collectif, on a besoin de confronter des crises existentielles pour agir. Sinon, on a tendance à remettre à demain, sinon on a tendance à aller mettre ça de côté, ou à l'enfuir, ou à le mettre, à l'enfouir, j'ai fait un lapsus, à l'enfouir, à le mettre sous le tapis. Mais c'est ça Pluton, tu ne peux plus rien mettre sous le tapis. Tu dois faire face, tu dois confronter ce que tu ne voulais pas voir. Et donc Saturne, ça rend ça très très concret. Donc il peut y avoir des polémiques sur les data centers, les centres d'IA qui consomment énormément d'eau, les métaverses écologiques. Enfin, il peut y avoir des choses qui créent cette tension entre ce monde invisible qu'on est en train de créer, numérique, et le tangible, qui est biologique, et qui sont en opposition, quoi. Donc, il y a des régulations drastiques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, je pense, parce que Saturne, c'est la loi, c'est l'ordre, c'est des arrêts, quoi. C'est ce qui marque une forme de coupure. Donc, ça peut amener des réglementations qui vont être strictes sur l'usage des technologies, des données. À l'inverse, ça peut marquer aussi une résistance en fait du vieux système face à une transformation devenue inévitable. Donc, on aura toujours des choses positives, des choses moins faciles. Mais je me demande aussi s'il y a peut-être encore une fois des régulations qui sont faites aux petits gens, et que l'élite va toujours pouvoir continuer à consommer. Donc il peut y avoir des points de tension comme ça qui vont être particuliers. On peut avoir une crise économique et territoriale, c'est très présent avec Saturne-Pluton, dont l'immigration. Je pense que, encore une fois, pour moi, un des hauts lieux de cette période, c'est l'impact de la crise environnementale sur les flux migratoires. Voilà, pour moi, ça va être très présent. Donc, il y a des enjeux de fond là-dessus. Je pense aussi qu'il peut y avoir une façon dont les territoires se redessinent parce que les personnes vont se déplacer, ou en tout cas, il peut y avoir des achats ou la valeur du foncier, des logements, ou la façon dont les gens vont s'établir et bouger, liés, aux enjeux climatiques. Donc, ça peut créer des bouleversements sur les modèles économiques, bancaires, agricoles. Il peut y avoir, ces enjeux économiques autour des ressources agricoles, autour des ressources sur lesquelles on subsiste. Ça, c'est très présent avec le carré Saturne-Pluton. Et de se dire, en fait, le coût de la productivité agricole, il y a aussi des thématiques comme ça qui peuvent être présentes. Et comment, dû aux enjeux environnementaux, il y a des choses qui sont plus possibles. Enfin, voilà.
on voit qu'il peut y avoir une restructuration liée à cette sécurité matérielle qui peut prendre plusieurs formes. Donc on est sur un signal d'alarme planétaire. Je suis désolée, c'est pas extrêmement positif tout ce que je dis, mais c'est à l'heure actuelle inévitable et à un moment donné, on doit être un peu ramené à l'ordre et c'est ce que représente ce carré Saturne-Pluton. Donc il y a une forme d'événement aussi. Est-ce qu'il y a un choc climatique dans le sens où il y a un événement qui va marquer un tournant ou une révélation sur l'impact du changement climatique ou la gravité de l'état écologique? Pour moi, ça peut être présent en 2028-2029, mais c'est aussi quelque chose qui va être très très présent, à mon sens, en 2030-2033. Donc on va le voir, ça c'est l'opposition Saturne-Pluton qui vient après, mais on a déjà un soubresaut en 2028-2029. Peut-être qu'il y a un événement de grande ampleur qui est uniquement lié au changement climatique et on voit que ça se répercutera aussi plus tard en 2030-2033. Alors après, il y a du bon, il y a Jupiter en Balance qui crée un nouveau modèle d'équilibre, qui ouvre un triangle d'air, voilà, avec Uranus et Pluton. Ça favorise des solutions intelligentes, éthiques, structurées. Ça crée peut-être une plus grande justice sociale, des réseaux de soutien. D'un coup, dans la crise, on a des personnes qui se relient, des communautés qui s'entraident, et on voit qu'il y a quand même une sorte de filet en fait de support qui est fait, mais qui est dû à cette humanité qui se réveille aussi dans cette période. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une phase de tension, mais qui vient peut-être soutenir de nouvelles mesures, voilà, législatives, structurelles. Je pense que on voit dans certains pays du Sud ou des pays extrêmement chauds où il y a déjà une pénurie et il y a une forme de réglementation sur l'usage de l'eau, sur l'usage de certaines ressources, je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Ça va arriver en Europe et qu'il y aura peut-être des comportements, on va dire, extrêmement privilégiés qui vont être remis en question. Voilà. Et il y aura peut-être des réglementations sur notre usage de nos ressources qu'on tient pour acquises et on va vraiment réaliser qu'elles ne sont pas si acquises que ça et que là on va devoir passer peut-être des lois ou un nouvel ordre des choses pour essayer de minimiser l'impact futur de ces transitions. Alors en 2030-2033, c'est l'autre temps fort de Pluton dans le signe du Verseau. Pourquoi? Parce que c'est le seuil critique du progrès. On a déjà eu, on va dire, une sorte d'état des lieux quand même qui s'est un peu imposé avec Saturne en carré à Pluton. Là, en 2030-2033, ça s'intensifie. Entre 2030-2033, Saturne entre en Gémeaux, il forme un trigone à Pluton en Verseau et puis une conjonction à Uranus. Et en parallèle, Jupiter rejoint Pluton. C'est une configuration rare, vraiment dense, qui marque l'un des tournants majeurs du transit de Pluton en Verseau et qui nous montre que de grandes évolutions sont en cours. Alors pour un peu de contexte astrologique, Saturne en Gémeaux en 2030-2033 va être en conjonction à Uranus. Donc on a une bascule technologique, on a une rupture ou une crise d'adaptation à ce moment-là, on a des structurations différentes autour de l'intelligence des réseaux et de la pensée collective de façon générale. Je vous invite à écouter la vidéo sur Uranus en Gémeaux parce que je parle de cette conjonction de façon très étayée. Je pense que ça vous donnera plus de contexte et je pourrais pas m'attarder plus que ça dessus, mais ça vous donnera déjà des enjeux. Et Saturne en Gémeaux, il va être en trigone à Pluton. Donc il va structurer et encore une fois matérialiser les mutations de Pluton en Verseau. Un trigone, entre guillemets, sous le prisme astrologique, c'est positif, mais quand on a un trigone entre Pluton et Saturne, ça vient, on va dire, créer beaucoup plus d'amplification sur le principe plutonien en Verseau. Donc ce n'est pas forcément une nouvelle sur laquelle on va uniquement baser des événements, on va dire, très réjouissants. Et dans la foulée, on a aussi Jupiter en conjonction à Pluton qui se fait dans le même temps. Donc c'est extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là, c'est en 2032. Donc on a vraiment une amplification peut-être de nouvelles portées technologiques et un bond en avant. Donc on peut avoir des trouvailles scientifiques complètement incroyables. C'est-à-dire un changement, j'ai pas les mots, enfin je veux dire, il y a une espèce de bond en avant
démentiel. C'est vraiment entre Saturne en conjonction à Uranus et Jupiter en conjonction à Pluton à ce moment-là. C'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution scientifique, c'est un moment de bascule historique sur nos ressources, tout simplement aussi parce que il y a une trouvaille, il y a un trésor qui est trouvé avec Jupiter-Pluton en Verseau. Il y a quelque chose qui marque un déclic extraordinaire, mais qui peut aussi, comme une nouvelle ressource sur laquelle on aurait peut-être une emprise différente, ou une ressource on aurait trouvé en fait une solution ou quelque chose, voilà, qui vient changer peut-être un peu la face de notre façon de vivre, ou voilà. Et ça, avec Saturne-Uranus aussi, je vous l'explique dans l'autre vidéo, il y a eu des trouvailles qui ont changé l'humanité quand il y a eu ces conjonctions-là, Saturne-Uranus, qui ont changé notre façon de vivre. Et donc on y est à ce moment-là. C'est vraiment une espèce de climax incroyable, une apogée sur les évolutions technologiques et scientifiques. Mais ces évolutions, elles peuvent aussi être source de destruction. C'est comme si, et c'est vraiment le mythe prométhéen, c'est on a le feu, on trouve le feu, on a ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Et encore une fois, on peut avoir beaucoup plus de moyens et grandir et évoluer, mais mal utilisé, ça peut être extrêmement destructeur. Et là, on va être dans un dilemme, encore une fois, sur les avancées scientifiques et la notion du progrès. Donc, les potentiels de cette période en 2030-2033. On a des mutations technologiques concrètes. Donc, ce trigone, il vient fixer les transformations, en fait, engagées depuis 2025. Tout s'accélère. Donc ça, là, c'est un bond de géant. Ce moment, il peut voir l'intégration massive d'une nouvelle technologie globale. Donc, on a l'IA, hein. Mais là, on voit qu'il y a des interfaces peut-être neuronales, il y a peut-être cette fusion aussi peut-être entre notre cerveau et les nouvelles technologies. Il y a des choses qui sont opérationnelles, il y a des prises de risques aussi différentes qui sont faites autour de ces progrès et de ce côté homme-machine qui peut être présent. Du coup, il y a un montée du risque aussi de déshumanisation qui peut être présente, et ça, c'est ce côté Saturne-Uranus, où l'outil de la science l'intelligence artificielle, peut symboliser une sorte d'outil qui dépasse le créateur, donc une technologie mal encadrée qui peut déborder, dérégler des pans aussi du tissu social, du tissu collectif. Il y a un enjeu d'encadrement et de débordement de quelque chose qui n'est pas suffisamment encadré, qui peut être très présent. Ça, c'est Saturne-Uranus. En trigone à Pluton. Il y a une explosion aussi de nouveaux systèmes cognitifs, comme je l'ai dit. Donc, redéfinition des savoirs, transmission, capacités cognitives qui vont être magnifiées par des implants, des choses comme ça. C'est déjà présent, mais je veux dire qu'à ce moment-là, c'est déjà en réflexion. Mais là, dans 10 ans, moins de 10 ans, a priori, ça prendra ce sera extrêmement présent. Crise sociale et fracture informationnelle. Alors, là, on va dire que il y a ce côté. En fait, il y a une nouvelle hiérarchisation, comme on l'a vu à chaque fois avec Pluton. Il y a un ordre social qui emmène à un nouvel ordre social. Donc, il y a une certaine façon de hiérarchiser l'humain qui passe à une autre façon de hiérarchiser l'humain. On était passé à un enjeu de monarchie absolue et de droit divin, et le reste des paysans et du tiers-état. À un modèle en fait de hiérarchisation de l'homme blanc qui supplantait tout le reste du monde, d'hyper-rationalisation, et qui venait détruire en fait d'autres systèmes de pensée et de croyances. Maintenant, on peut imaginer qu'il y a encore une fois un autre modèle de hiérarchisation qui va se faire, lié à l'humain optimisé, ou la gestion de l'information liée aux nouvelles technologies, ou une façon de gérer l'information sur l'accès aussi aux technologies dans des structures sociales qui sont basées sur le niveau de technologie qu'elles peuvent posséder ou acquérir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est Pluton en Verseau. C'est-à-dire, comment est-ce que je possède le pouvoir technologique? C'est des choses qui peuvent revenir. On a évidemment une réforme massive de l'éducation, du travail, des médias, donc façon de diffusion qui change, et on l'a vu avec l'imprimerie, que ce soit qui émerge en Chine ou qui
qui va émerger aussi après en Europe avec Gutenberg, c'est des choses qui sont présentes par exemple avec Uranus en Gémeaux, et donc on voit que là il y a peut-être, là on a l'IA déjà, mais il y a une réforme qui continue sur l'éducation et sur ce qu'on est capable de créer ou les conditions dans lesquelles on va évoluer d'un point de vue intellectuel. Il y a aussi des grandes avancées et des grandes pertes en fait qui se cumulent systématiquement avec cette configuration, la conjonction Saturne-Uranus, le trigone à Pluton, Jupiter-Pluton. On a vraiment un moment de révélation. Il y a des rêves qui deviennent réels. Il y a des choses qu'on pensait même de l'ordre de l'imaginaire ou de l'ordre du fictionnel, de l'ordre du futur. Vous savez, l'imaginaire futuriste. On y est. Il y a vraiment ça. Mais c'est double. Et on voit qu'il peut y avoir des percées incroyables, médicales, écologiques, sociales, où on trouve des choses merveilleuses. Mais on a aussi un point de bascule qui crée une instabilité, comme si, encore une fois, c'est le mythe prométhéen, on a un nouveau pouvoir. On a quelque chose qu'on est capable de maîtriser, enfin, maîtriser c'est un grand mot, mais qu'on a découvert et qui va être une ressource inestimable. Et là, on est dans la thématique plutonienne. Mais avec cette ressource inestimable, on est aussi capable de créer des dommages irréversibles. Et donc, cette thématique, elle va être omniprésente en 2030-2033. Pour aller plus loin, je t'invite vraiment à regarder la vidéo sur Uranus, parce que je pense que tu comprendras mieux ce que c'est venu créer aussi en termes de nouvelles avancées technologiques et potentielles sources de destruction corrélées. Ensuite, on arrive à 2035-2037. C'est l'épreuve de force. Alors, on est quand même, je trouve, dans un marathon. Franchement, entre 2030 et 2037, parce que 2035-2037, c'est la même chose, mais on passe un cran au-dessus. Cette période marque probablement l'un des points de tension les plus forts du transit de Pluton en Verseau. Saturne entre en opposition exacte à Pluton, pendant que Jupiter forme un carré. Ce n'est plus l'expérimentation, c'est le verdict. Ce qu'on a toléré ne l'est plus. Ce qui a été lancé doit maintenant faire face à ses conséquences. Et ça, c'est aussi lié à ce qui s'est passé en 2028-2029 avec le premier carré Saturne-Pluton, où on a eu une crise environnementale, on a eu une crise de ressources, et là, c'est quelque chose qui demande un état des lieux complet et qui vient être de plus en plus fort. À ce moment-là, on a Saturne en Lion qui est face à Pluton en Verseau. On a l'autorité individuelle qui est face au pouvoir collectif. On a la centralisation et la décentralisation. On a le mythe du héros. On a l'autocratie et la démocratie qui s'affrontent. Donc, on a quelque chose de très confrontant à cette période. Et on a aussi Jupiter en Cancer, en carré à Pluton. Un Jupiter en Cancer qui est plus traditionnaliste, dans une quête de sécurité, qui est aussi très axée sur le tangible. Donc il y a une confrontation idéologique, une tension entre l'idéal de protection et une logique de réforme radicale. Donc c'est vraiment la clôture d'un point d'orgue. Enfin, c'est un moment, l'opposition Saturne-Pluton, qui est très puissante. Donc qu'est-ce qui se passe à cette période? Donc on a un point de rupture, potentiellement politique et institutionnel, des rapports de force qui deviennent très très puissants. On entre dans une ère de confrontation directe. Cette espèce de présence de Saturne qui fait écho à la loi, qui fait écho à l'ordre, et les systèmes en fait de contrôle Pluton en Verseau. Donc il y a quelque chose entre, encore une fois, d'autres. En fait, c'est différentes manières d'envisager le pouvoir qui se confrontent. Donc on a des figures de pouvoir qui se confrontent. Donc les oppositions en général, c'est des périodes inflammables, très conflictuelles en général. Et donc on a des figures de pouvoir qui peuvent entrer en altercation. Et il y a un côté où on a des conflits qui émergent clairement durant cette phase. Donc c'est des tensions extrêmes autour de l'autorité et c'est un pouvoir qui est en crise de façon générale. Il y a des réformes peut-être autoritaires, il y a des restrictions, il y a aussi des soulèvements qui peuvent être présents à ce moment-là. Il y a cette notion de contrôle, qui contrôle qui contrôle quoi. On est dans des rapports de force, c'est vraiment ça qui ressort. Donc ça peut consteller sur tellement de choses différentes, les systèmes politiques, juridiques, économiques, technologiques. Encore une fois, en général, Pluton, il est toujours impliqué dans les enjeux de
d'économie, de bourse, d'argent. Comme je vous l'ai dit, Pluton, plutôt, c'est le riche. Donc, c'est les ressources sur lesquelles on s'appuie et sur lesquelles on va vivre, subsister. Donc, les phases économiques qui sont plus en crise, on est sur 28-29 avec le carré station de Pluton et on est sur 2035-2037 avec Saturne en opposition. On a un côté aussi sur les élites et le peuple. Et il y a peut-être la distribution de la richesse, en fait. Je pense qu'elle est déjà très forte en 2028-2029. Mais là, on entre peut-être dans un enjeu où ce côté oligarchique ou ce côté de certaines personnes qui vont avoir un pourcentage de revenus complètement hallucinant, mirobolant, ça devient plus entendable. Enfin, je pense qu'il y a des choses il y a des modes en fait de détention, de rétention de richesse qui s'effondrent à ce moment-là, ce qui est positif en soi. C'est-à-dire qu'on confronte brutalement des choses qui n'ont plus lieu d'être, et je pense qu'à ce moment-là, ça c'est mes hypothèses, mais je pense que ça peut être très très présent. Et donc il peut aussi avoir des rapports de force à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la conséquence, cette période, des dérives précédentes. Donc vraiment ce qui va se passer en 2028-2029, ça revient en boomerang beaucoup plus fort, et il y a comme un règlement de compte de ce qui s'est passé 5 ans plus tôt, donc crise financière, scandale technologique, révélation aussi. Sur le pouvoir en place, c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup plus de place. On a une fracture sociale qui est accentuée durant cette période-là, des figures d'autorité dominantes mais déconnectées. Il y a Pluton en Verseau qui active des révoltes, cette notion de réappropriation par le collectif. Il y a une polarisation extrême, avec cette opposition Saturne en Lion et Pluton en Verseau. Alors après, on peut avoir des réformes législatives ou juridiques de fond avec le carré Jupiter-Pluton. Il y a vraiment un appel à repenser à la loi, mettre des garde-fous, poser des limites, et ça va être très présent. Je pense que, encore une fois, on était dans un système durant la Révolution française de monarchie absolue, où c'était le droit divin. Là, aujourd'hui, on est dans un système différent, mais finalement qui est encore monarchique, mais qui est lié à certaines personnes qui vont posséder la majorité des ressources de la Terre. Et là, on rentre dans une phase de crise immense depuis 2028-2029. 5 ans plus tard, on est dans un moment encore de constat beaucoup plus important. Et il y a certaines personnes qui ont un accès à une sécurité parce qu'elles ont accumulé en fait toutes leurs ressources sur le travail des autres, et ça ne va plus tenir, je pense, à ce moment-là. Ça ne sera plus possible. Ces poignées d'individus qui détiennent toutes les richesses, à mon humble avis, vont être encadrées durant cette période. En tout cas, c'est fortement possible. Ensuite, la dernière hypothèse que j'ai, c'est une crise humanitaire globale. Je sais, c'est vraiment pas Jojo cet épisode de Pluton. Je suis malheureusement contrainte de parler d'hypothèses qui sont pas forcément positives, mais qui sont dans les cycles astrologiques. Quand on regarde les fois où Saturne a été en opposition à Pluton, on a toujours des moments de crise en fait humanitaire ou de conflit ou environnemental. Enfin, il y a toujours des moments où il y a un dépouillement très fort et il y a un constat lucide sur ce qui manque, ce qui vient à manquer. Et en général, il y a un événement déclencheur. Donc c'est un moment, c'est le moment de pic au niveau de Pluton en Verseau, mais dans ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Donc, on est sur une bascule mondiale. La dernière fois qu'on a eu un transit de Pluton, juste pour vous, de Pluton et de Saturne, soit dit en passant, c'est quand Saturne a été en conjonction à Pluton. C'est tous les 36 ans environ. On a eu la Covid. Voilà. Donc, quand on a des aspects Saturne-Pluton, c'est des moments difficiles. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est des moments qui vont être exceptionnels. On a eu cette conjonction Saturne-Pluton, on a eu le monde à l'arrêt, on a été dans une crise qui était environnementale, économique, à énormément de niveaux différents, qui a été compliquée, qui a
changer le monde, tout simplement. C'était une conjonction Saturne-Pluton. Là, on entre en 2028-2029 sur un carré, suite à cette conjonction, ce qui montre vraiment on poursuit en fait des thématiques environnementales liées à ce qui s'est passé en 2020. Et là, on arrive à l'opposition et c'est le bilan. C'est de dire qu'est-ce qu'on a fait depuis, et on est confronté à une autre crise humanitaire, à une autre façon de nous corréler les uns les autres, et comment sauf que là, Pluton, il est d'ailleurs en Verseau, il est pas en Capricorne comme c'était en 2020, donc là, on entre sur des thématiques qui sont très différentes. Mais je vous parlais de cette conjonction Saturne-Pluton en Capricorne en 2020, parce que ça donne une idée de ce dépouillement, de cette crise sur l'ordre social, de cette crise humanitaire, sur une situation d'urgence planétaire. Alors le carré, il y a souvent des problématiques, et on va le voir en 2028-2029, mais en 2030-2033, ça va être plus important. Voilà. Donc on peut être sur un conflit majeur durant cette période, on peut être sur une urgence planétaire, humanitaire, environnementale. Je pense honnêtement que ça va être... c'est difficile d'établir des potentiels, mais je pense qu'il y aura potentiellement une dynamique environnementale. Et on voit en fait que c'est le moment de choisir quel futur on veut construire, et aussi quel est le prix à payer. Oui, la période qu'on va traverser, elle est intense, mais ce n'est pas la première fois que l'humanité va traverser des moments de transition profonde et des changements d'ampleur systémique. Et ce sera pas la dernière. Donc on a toujours traversé des moments de mutation, extrêmement transformateurs, qui amènent un lot, d'avancées majeures, et puis aussi des potentiels beaucoup plus destructeurs. Pluton en Verseau ne vient pas nous écraser, il vient nous réveiller. Il nous demande de choisir quel type de futur nous voulons nourrir. Il nous confronte à nos contradictions, mais aussi à notre pouvoir de création collective. L'histoire montre que les périodes de grande mutation sont toujours pleines de frictions, mais aussi d'élan, d'invention, de solidarité nouvelle. Alors oui, c'est un cycle exigeant, mais c'est aussi une chance, celle de participer activement à ce qui vient. Alors c'est là où moi je te propose de lire les cycles, pas comme une fatalité, ou en tout cas de les interpréter, pas comme une fatalité, mais surtout comme des invitations à mieux comprendre ta place dans tout ça, et à savoir aussi mieux te guider sur les années à venir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma formation Odyssée qui te parle d'astrologie prévisionnelle et qui te forme sur ce sujet de façon complète. Alors évidemment, on va parler de Pluton, de ses cycles. On retourne en arrière, mais on analyse Pluton, par exemple, au travers des aspects qu'il va faire à Saturne, à Neptune, à Uranus. C'est une formation très dense que tu vas pouvoir suivre et qui te donnera toutes les clés pour analyser, comme je l'ai fait dans cet épisode, les potentiels à venir liés au mouvement céleste et aux patterns qui se reproduisent sur le temps. Parce que comprendre Pluton, c'est accompagner la transformation du monde, mais aussi la tienne et potentiellement celle des autres, celle que tu peux accompagner. Si tu veux découvrir Odyssée, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté jusque-là, jusqu'au bout. N'hésite pas à poser des questions sous cette vidéo si tu veux peut-être de la clarification sur ce cycle. Si tu as des questionnements supplémentaires, je lis vos questions, j'y réponds. Donc voilà, tu peux toujours interagir avec moi en commentaire. Et évidemment, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à suivre la chaîne. Je propose des horoscopes de saison, mais aussi annuels. Donc je te parle aussi des transits et leur impact sur toi en fonction de ton signe et de ton ascendant. Et tu peux aussi regarder les autres vidéos, Neptune en Bélier, Uranus en Verseau, où j'ai suivi le même protocole en parlant de ces transits en profondeur. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.